le paquet de programmes, enfin faire circuler le paquet de programmes qui sont là, j'ai oublié de le faire quand vous êtes entrés. Donc nous avons un beau programme 2021. Je ne peux pas vous garantir que nous le réaliserons tel que je l'ai prévu, mais nous le réaliserons au gré des périodes d'enfermement éventuelles et de couvre-feu, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est un beau programme 2021. Pour aujourd'hui, j'ai choisi de revenir à un sujet marine nationale et même à un sujet opérationnel marine, puisqu'on avait fait en 2020 un certain nombre de sujets qui étaient un peu plus scientifiques. Donc je reprends mon principe d'alterner des sujets marines et des sujets maritimes plus généraux, environnement marin, évolution climatique, etc. Donc voilà, vous l'avez qui circule parmi vous. La prochaine est prévue théoriquement le 9 février. Donc on essaiera de se retrouver aussi régulièrement que possible. Voilà, donc pour aujourd'hui, retour à un sujet marine nationale. Vous vous souvenez qu'on avait invité il y a 2 ans le capitaine de vaisseau de Saint-Germain, le commandant, qui à l'époque était le commandant du porte-avions Charles de Gaulle. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir le contre-amiral Osda, qui est venu de Toulon pour vous, et je l'en remercie chaleureusement. Le contre-amiral Osda est actuellement le commandant de la force aéromaritime de réaction rapide qu'il vous présentera, et également, et par conséquent, le commandant éventuel de la Task Force 473. Il nous parlera de 2 déploiements récents de cette Task Force qui est donc évidemment centrée autour du porte-avions. Voilà, amiral, je vous souhaite une bonne année. Je vous remercie d'être venu parmi nous et je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci, commandant. J'ai compris que j'avais le droit d'enlever mon masque. En tout cas, je prends le droit. Parce que c'est terrible de parler pendant 3 quarts d'heure avec quelque chose qui vous renvoie à ce que vous expirez. Voilà, donc je vous propose une... J'ai tendance à être bavard, donc je vais essayer de faire vite pour vous laisser de la place aux questions. Je vous propose 3 quarts d'heure de présentation du groupe aéronaval. D'abord, qu'est-ce que c'est et puis quelles sont ses missions. Et puis je laisserai j'espère, j'essaie de laisser une vingtaine de minutes pour les questions. Voilà, donc merci de m'inviter, merci pour cette occasion de rayonner d'un objet qui... on a tous une image, enfin tout le monde a une image de ce qu'est le groupe aéronaval, mais c'est compliqué à représenter. C'est assez compliqué à représenter, donc je vais m'y attacher. D'abord, quand on parle du groupe aéronaval, on a tendance à penser aux bateaux, et c'est avant tout des hommes et des femmes, avec un format qui oscille entre 2200 personnes jusqu'à 3500 selon la constitution de l'escorte. Escorte que je vais vous décrire. Alors là, vous avez une image de ce que n'est jamais le groupe aéronaval, c'est-à-dire qu'on ne navigue jamais comme ça, sauf pour la photo. Ça permet néanmoins de voir un peu ce qu'on y retrouve. Donc évidemment le gros, hein, on associe ou on confond souvent le groupe aéronaval au porte-avions. Le porte-avions est le bâtiment amiral, l'unité précieuse du groupe aéronaval, mais le groupe aéronaval, enfin tout du moins le porte-avions n'est rien sans son escorte. Surtout aujourd'hui où on a des menaces qui sont sous l'eau, qui sont en surface, qui sont au-dessus, qui en permanence peuvent entraver l'action du porte-avions. Et l'action du porte-avions, c'est quoi? C'est de pouvoir se déplacer rapidement d'un point à l'autre pour aller chercher du vent, pour pouvoir mettre en œuvre ces avions et pour pouvoir les récupérer. Donc tout le travail, à commencer par la nature première du porte-avions, qui est de mettre en œuvre des avions, tout le travail de l'escorte, c'est d'arriver à s'assurer qu'en faisant voiture-balai, on ait l'espace nécessaire pour, pendant la demi-heure ou l'heure que va durer la phase de catapultage ou d'appontage, ben on sera tranquille. Ça, c'est la partie très mécanique. Après, il y a toute la protection de l'environnement, du spectre électromagnétique sur lequel je reviendrai. Voilà. Donc, le Charles de Gaulle, aujourd'hui, un bateau qui a une vingtaine d'années, qui en a encore pour 18 ans. Vous avez sûrement suivi au moins 18 ans, vous avez sûrement suivi
les décisions récentes du président de la République d'engager son renouvellement. Donc, le porte-avions, je ne le présente pas plus que ça. J'assiste simplement sur le fait que c'est lui, c'est le commandant du porte-avions qui commande la lutte au-dessus de la lutte de surface. Donc, toute la situation de surface est suivie, élaborée par l'ensemble, mais synthétisée par les équipes à bord du porte-avions pour pouvoir prendre les décisions nécessaires dans le domaine de la lutte de surface. Il a évidemment une capacité autonome d'appréciation. On a ce qu'on appelle un CRFN, un centre de renseignement de force navale, qui est le point dans lequel converge l'ensemble des informations recueillies par les avions, par les bateaux, par les sous-marins, et puis le renseignement qui nous vient de la Terre, ou qui vient de nos partenaires. Et c'est ce centre qui est une espèce de machine de guerre en matière d'appréciation de la situation et ensuite d'analyse pour la décision tactique, mais aussi la décision du niveau stratégique. C'est une pièce, un élément central du porte-avions. Voilà. Le porte-avions embarque le groupe aérien embarqué, ce qu'on appelle en acronyme, on aime beaucoup les acronymes, le GAE. Le GAE, c'est un format de Rafale qui varie en fonction de la nature de la mission et de ce qu'on cherche à faire, mais qui oscille entre 18 et 24, qui peut monter jusqu'à 30 Rafales marines. 2 E2C Hawkeye, donc des avions de guet aérien qui sont embarqués et qui permettent d'éclairer l'ensemble de la force, et j'y reviendrai un peu plus tard. Un Caïman, c'est le NH-90, un hélicoptère qui a une capacité évidemment de manœuvre, mais qui a aussi des capacités anti-sous-marines. Et puis 2 hélicoptères Pedro, qui sont des hélicoptères qui sont là pour assurer la sécurité des avions, plus particulièrement des pilotes. En cas d'éjection d'un pilote au moment du catapultage ou au moment de la retour, il y a toujours un hélicoptère en l'air qu'on appelle le Pedro. Donc ça, c'est le groupe Charles de Gaulle. L'escorte, je vous l'ai dit, elle a vocation à rendre hermétique au sens de la menace ce qui se passe au-dessus de la surface, sur l'eau et sous l'eau. Donc, pour la partie au-dessus de la surface, c'est la frégate de défense aérienne. Dans la photo, vous ne voyez rien sur la photo, évidemment, elle est quelque part par là. Hein. Donc, elle a un radar dans les hauts qui permet de voir loin, de détecter les avions et éventuellement les missiles. Elle a un hélicoptère Panthère et elle a une capacité, c'est ce qui fait sa spécificité, une expertise dans le domaine de la défense aérienne. Donc, on a à bord à la fois des systèmes d'armes, mais aussi des officiers mariniers supérieurs, des officiers mariniers, qui sont des experts de la défense aérienne. Défense aérienne, ça ne s'invente pas, ça va très vite. Il faut éviter la surprise, il faut éviter la méprise. Surprise, c'est de voir arriver un truc qui sort des radars au dernier moment, on n'a pas le temps de réagir. Et éviter la méprise, c'est d'engager un avion ou un missile, d'entraver l'action d'un de nos missiles par nos propres moyens, pensant que c'est un ennemi. Donc ça nécessite de voir loin, tôt, et de décider très vite. Alors, ça, c'est la défense aérienne. On a, pour la partie, donc je parlais de la bulle sous-marine, une frame qui est quelque part par ici, là, tac, un bâtiment de surface, donc de lutte sous la mer. Frame, c'est des bâtiments, donc la frégate de défense aérienne, c'est 7000 tonnes, 200 personnes. La frame, c'est à peu près 6000 tonnes, donc un peu plus petite, avec des capacités de lutte sous la mer très très pointues, mondialement reconnues, et puis un NH-90. Et c'est ce couple entre la frame, le bateau lui-même, et son NH-90 qui a un hélicoptère qui a la capacité de tremper un sonar qui va venir insonifier la zone qui tactiquement a un intérêt pour nous. C'est ce couple-là qui va permettre de rendre hermétique, ou le plus hermétique possible, ce qui se passe sous l'eau.
donc détecter un intrus, un sous-marin qui irait essayer de venir gêner l'action du sous-marin, du porte-avions, enfin, ou du groupe, et avoir donc une image de ce qui se passe sous l'eau. Et là, de la même manière, on va retrouver à bord des experts dans le système de combat, j'en ai parlé, hein, des torpilles et tout ça, et puis une capacité humaine, une expertise humaine pour justement, avec des tactiques qui sont très pointues, aller manœuvrer la force, donc le commandant de la FREMM et commandant pour la force de tout ce qui se passe en dessous de l'air. Il va donner des ordres au porte-avions, tout comme le porte-avions donnera des ordres à la FREMM pour la partie lutte de surface. Vous voyez, et puis la frégate de défense aérienne va donner des ordres à l'ensemble de la force sur la partie défense aérienne. Et il y a tout un travail de coordination de ces commandements de lutte qui sont éparpillés sur les différents bateaux en fonction de la spécificité ou de la spécialité plutôt de chacun des bâtiments. Voilà. Elle a aussi, la FREMM, une capacité de projection de puissance, et ça c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est arrivé avec elle, projection de puissance, enfin en tout cas à partir d'un bâtiment de surface. On avait jusque-là une capacité de frappe, projection de puissance avec les Scalp, missiles de frappe au sol qui étaient embarqués sur Rafale marine. Aujourd'hui, cette capacité de frappe, elle est complétée par la capacité de la FREMM à emporter des MDCN, des missiles de croisière navale, qui frappent à plusieurs centaines de nautiques en profondeur dans la terre, sur des cibles avec une précision qui permet d'aller taper des ensembles à terre avec une précision, je ne préciserai pas davantage, mais qui sont des armes quasi stratégiques qui apportent une grande plus-value. Et c'est cette combinaison entre le missile de croisière navale et la capacité de frappe du Rafale qui fait la capacité de projection de puissance de l'ensemble du groupe aéronaval. La FREMM a aussi une capacité de missiles Aster, qui sont des missiles, tout comme la frégate de défense aérienne a des missiles Aster pour protéger la force. Le porte-avions et la FREMM ont chacun des missiles qui permettent de les protéger eux-mêmes. Hein, donc c'est un peu la différence entre sans rentrer sur les débats juridiques, mais c'est un peu comme la différence entre l'autodéfense pour soi-même et l'autodéfense élargie pour différentes unités. On retrouve le sous-marin nucléaire d'attaque, qu'on ne voit pas sur la photo forcément, parce qu'il est sous l'eau, qui lui a une capacité évidemment de lutte sous la mer, donc qui va venir en complément de ce que fait la FREMM, travailler pour empêcher tout intrus à s'approcher de la force. Il a aussi une capacité de renseignement du fait de sa discrétion, de sa capacité à se cacher et à se diluer dans l'eau, et puis une capacité de mise en œuvre de forces spéciales selon le besoin, la nature de la mission. On ne le voit pas sur la photo, mais généralement, le groupe aéronaval est accompagné d'un Atlantique 2. Atlantique 2, c'est des avions de patrouille maritime qui ont une capacité aussi bien de lutte de lutte de surface, de lutte sous-marine, qui emportent des bouées acoustiques qui sont un peu comme des sonars, hein, qu'on vient larguer en pattern intelligent et qui permettent à un moment donné de faire un barrage dans lequel, dès que le sous-marin va passer, va signer, et on a l'information et on sait que le sous-marin était là tellement. Donc l'Atlantique 2 participe aussi à la situation de cette étanchéité sous-marine. Et puis il a une capacité évidemment de détection, puisqu'il vole de détection très rapide et d'établissement d'une situation de surface qui va contribuer à l'élaboration de la situation générale, en l'occurrence pour la lutte de surface par le porte-avions. M'arrêtez s'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans ce que je dis. Les questions pour la fin, mais s'il y a des choses que vous... N'hésitez pas à m'arrêter. Voilà, on a un bâtiment de soutien qui est un bâtiment de commandement et de ravitaillement, donc qui est ici, là, qui lui est d'une certaine manière le cordon ombilical du groupe aéronaval, parce que le groupe aéronaval, on a beau avoir un porte-avions à propulsion nucléaire, il n'y a que la propulsion du bateau qui est nucléaire. Les avions, ils consomment du aérocarburant, du carburéacteur plutôt. Et cette consommation, elle nécessite de venir ralimenter régulièrement le porte-avions en jet
en fuel pour les avions. Il faut également ravitailler les escorteurs qui, eux, fonctionnent au gazole, diesel marine. Et puis, il y a toute la nourriture, les vivres qu'il faut renouveler quand on part. On peut rester longtemps à la mer, on peut rester plusieurs dizaines de jours. Et donc, il y a un moment où il n'y a plus de frais, il faut venir alimenter. C'est le BCR qui s'en charge. Et donc, on a, de manière, en gros, toutes les semaines, si ce n'est pas plus, un ravitaillement de l'ensemble de la force pour et les vivres, et le carburant, et aussi les munitions. Quand on est sur un tel d'opération, qu'on consomme des munitions, il faut venir recompléter les stocks. Et donc, le BCR va faire donc ce bâtiment va faire le lien en permanence entre la terre, donc entre les ports de ravitaillement, qui sont ravitaillés soit depuis la métropole quand il s'agit de munitions, soit avec les moyens locaux quand il s'agit de nourriture et de pétrole. Et puis, point de détail, mais qui peut être une contrainte dans la capacité à durer, c'est les poubelles. C'est lui qui récupère les poubelles et qui va ensuite les mettre à terre. Parce que, évidemment, les bateaux, on est écolo, on ne balance pas les trucs à la mer. Et donc, il y a quand vous savez, sur le porte-avions, l'ordre de 4000 ou 5000 repas par jour, il y a forcément des boîtes de conserve, du carton, du machin, du truc. Et donc, tout ça, il faut pouvoir le sortir de la force, proprement. Voilà. Et puis, on a des unités qui viennent compléter, autour de ce que je viens de décrire dans ces escorteurs, des unités qui viennent compléter selon leur spécificité. C'est souvent alors, ça peut être des unités nationales. Là, ce que je vous ai décrit, c'est le noyau, ce qu'on appelle le noyau souverain du groupe aéronaval. C'est donc une frégate de défense aérienne de la Marine nationale, une FREM de la Marine nationale, un BCR de la Marine nationale, un SNA, voilà. On peut avoir un deuxième bâtiment qui vient. Typiquement, là sur la photo, vous avez une FLF, une frégate type Lafayette. Vous pouvez avoir une FASM, il n'y en a plus beaucoup, mais frégate anti-sous-marine, donc génération des Georges Lake des années 80. Et puis, vous avez des bâtiments alliés, et je vais préciser un peu ce que ça veut dire, enfin, pourquoi et comment ça marche, qui vont venir prêter main forte dans ces différents domaines de lutte, sous la mer, en surface, au-dessus de l'eau, en défense aérienne, et qui permettent d'avoir la respiration en fait, du groupe aéronaval. Parce que le groupe aéronaval, vous imaginez bien qu'une fois qu'on est parti en mer, il va falloir s'arrêter de temps à autre pour faire ce qu'on appelle des relâches opérationnels, des escales, pour aller reposer les équipages, voire pour faire certaines réparations. Pendant ce temps-là, il peut y avoir besoin d'avoir une escorte dans le domaine de la spécificité ou de la spécialité plutôt de la frégate qui s'est arrêtée. Il faut qu'il y ait une autre frégate qui reprenne la fonction. Tout ça, c'est un jeu permanent de préservation, de conservation de la capacité de toutes les cartes. Il y a des cartes dont on ne peut pas se passer sans reconsidérer l'appréciation, ou du moins on ne peut pas le faire s'il n'y a pas eu une réappréciation de la menace, de la situation. Si on sait qu'il y a zéro risque sous la mer parce qu'on est dans des fonds où il n'y a pas de sous-marins qui peuvent être déployés, là on peut accepter de réduire momentanément et d'utiliser la fonction secondaire de lutte sous la mer d'un bâtiment de défense aérienne, par exemple, plutôt que voilà. Donc, et tout ce jeu-là, il va venir avoir d'autant plus de souplesse qu'on a un nombre d'escorteurs important. Voilà sur la constitution du groupe aéronaval. Donc, vous le voyez, la photo, enfin, on est comme ça 1 heure ou 2 heures, enfin, allez, 6 heures, parce que c'est toujours long de prendre la pause pour la photo, sur un déploiement de 4 mois. C'est le seul moment où on se voit comme ça. Le reste du temps, on est éparpillé jusqu'à 500, 800 nautiques les uns des autres, en fonction de ce qu'on cherche à faire. On peut très bien avoir le sous-marin dans un coin qui fait une mission particulière, avoir le ravitailleur qui est en train de se ravitailler au milieu de la Méditerranée alors qu'on est à l'est de la Méditerranée, et puis parce qu'il y a une action à un moment donné, la frégate ASM qui va plutôt aller fixer un sous-marin qu'on a identifié loin, si on considère que c'est le seul de la zone. Voilà comment ça marche. Donc pas figé.
et une géométrie qui est en permanente évolution. Il n'y a pas deux déploiements identiques. Une des caractéristiques, c'est la démultiplication des moyens qui fait la force du groupe aéronaval. C'est-à-dire qu'on est, je vous ai parlé de manière très succincte tout à l'heure du centre de renseignement de force navale, cette espèce de cerveau dans lequel viennent se connecter toutes les synapses des senseurs qui sont portés sur chacun des bateaux, mais qui sont aussi portés sur les avions. C'est dans ce cerveau que les choses se figent, enfin tout du moins se fusionnent, et c'est là que commence à se figer, à prendre forme l'appréciation de la situation pour ensuite produire du renseignement, soit vers le haut, soit à l'usage de la force. Donc, ça pour dire que le groupe aéronaval est bien plus puissant que la somme des capacités individuelles de chaque bâtiment, de chaque unité. Une petite image pour, voilà, pour comprendre, que les moyens sont complémentaires, ça je ne reviens pas dessus. Vous voyez le porte-avions qui est ravitaillé par le pétrolier ravitailleur, qui est protégé par une frégate de défense aérienne qui va soit traiter un aéronef qui arrive, soit détruire un missile qui arrive sur la force. Le 2C Lokai, donc du groupe aérien embarqué, qui est en quelque sorte l'œil, c'est ces avions avec un radar qui tourne au-dessus, qui vient éclairer un disque de plusieurs centaines de nautiques de rayons et qui est capable de piloter, d'orienter, de commander d'une certaine manière les avions de chasse vers des cibles en disant le méchant il arrive par là, tu le prends par-ci, tu l'engages, tu ne l'engages pas en fonction des règles qu'on a ouvertes. Donc Lokai avec ces avions, Rafale, bon, il y a encore un super étendard, on est passé en tout Rafale Marine aujourd'hui. Donc c'est une image du passé. Et puis donc le sous-marin nucléaire d'attaque, là, qui va soit engager un navire ennemi, soit travailler auprès de la côte. La frégate anti-sous-marine qui, elle, effectivement, va traiter les sous-marins ennemis, enfin, en menace. Et puis le Rafale Marine, mais il faut ajouter aussi avec la FREMM la capacité de frappe dans la profondeur, de projection de puissance sur une base ennemie, enfin sur une cible ennemie. Voilà. Zut. Voilà. Une petite illustration pour voir l'évolution depuis. Donc vous avez une carte du monde avec la capacité d'action de nos moyens aériens, donc du groupe aérien embarqué. Vous voyez l'évolution entre 1980, donc la ligne jaune, bleu c'est 1990, rouge c'est 2000, et cette ligne jaune, donc avec des parties qui sont des parties aujourd'hui pas atteignables, en tout cas en propre avec les moyens du porte-avions. On pourrait imaginer d'aller plus loin avec des ravitailleurs extérieurs. Une capacité, voilà, ça donne l'empreinte dans laquelle le groupe aéronaval peut agir à terre dans la logique de la projection de puissance. Il n'y a plus grand-chose qu'on ne peut pas atteindre. Vous voyez ? Alors, on est aujourd'hui dans un modèle qui est qui est en perpétuelle évolution, mais qui a été très modernisé, enfin qui l'est en continu. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble des moyens qui s'alignent entre le porte-avions sera dans une quinzaine d'années, à la fin de sa vie, le bâtiment le plus vieux de la marine. Donc on a encore l'impression, quand on y est, d'être on est sur un bijou de technologie, mais qui a l'âge d'un bâtiment des années 90, même s'il est en permanence remis au jour. Mais l'ensemble des moyens sont renouvelés. Les frégates de défense aérienne ont été mises au service actif dans les années 2010. Les avions de patrouille maritime au standard 6, l'Atlantique 2 standard 6, est mis en service ces jours-ci. La FREMM, elles sont en train d'arriver. Les deux dernières arrivent dans la marine, les FREMM de défense aérienne. Les bâtiments de ravitaillement, les bâtiments de ravitailleurs de flotte BRF, donc les anciens, enfin ce qui va remplacer les ravitailleurs,
vont arriver à partir de 2023, donc dans les 2 ans qui viennent. Les premières coques sont en cours de construction. Le Suffren a fait ses essais au large de Toulon là, cet été. Le Rafale Marine F3R est admis au service actif ces temps-ci. Les E2C vont être remplacés en 2027 par des E2D, donc la dernière génération toute numérique. Et puis, NH90 est un hélicoptère dont on attend la 26e ces jours-ci et le 27e dans l'année qui vient. Voilà. 27e et dernier de ce qui a été commandé par la Marine. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que le groupe aéronaval, c'est un concentré de technologie mise à la page en permanence. Et cette mise à la page en permanence, elle est indispensable du fait de la nature des menaces auxquelles on est confronté, qui sont en permanence en train de grimper. Et donc, il faut que nous, quand on met en œuvre le groupe aéronaval, on aille chercher les coins de domaine tactique, les manières de faire, innover en permanence pour rester en ascendant sur la menace qui est continuellement en train de grimper. Donc, c'est assez vivifiant actuellement. On est en permanence en train de se remettre en place. Voilà. Quelques mots sur l'unité que je commande. Donc, FR Marfor, c'est un affreux acronyme pour parler de l'état-major de l'action l'état-major la force aéromaritime, pardon, l'état-major de la force aéromaritime française de réaction rapide. C'est 130 personnes, 3 grands piliers, le groupe aéronaval, l'amphibie, la guerre des mines. La guerre des mines est à Brest, tout le reste est à Toulon. Et l'état-major que je commande donc, est en quelque sorte un pool d'état-major dans lequel on vient constituer à la demande, en fonction du besoin de l'opération, l'état-major. C'est-à-dire que typiquement, quand on a lancé une opération comme EMASO, qui est l'opération qui aujourd'hui assure la surveillance à Hormuz, on s'est retourné vers le FR Marfor et on a dit, voilà, en gros, comment est-ce qu'on dimensionne l'état-major et qui vous nommez. On vient prendre un état-major de 5, 10, 15 personnes, ou quand on part avec le groupe aéronaval, 80 personnes. Je n'insiste pas davantage sur le sujet. Si, le dernier point, FR Marfor, on a pris au 1er janvier l'alerte pour être commandant d'une composante maritime, pour constituer l'état-major qui commanderait une composante maritime de l'OTAN. Ça, après un processus de certification avec un gros exercice au mois d'octobre. Donc, si demain, si aujourd'hui, là, dans 10 minutes, se déclenche une opération de l'OTAN, la composante maritime sera commandée par moi-même en m'appuyant sur l'état-major de FR Marfor. Donc, un état-major, on parle anglais avec des officiers étrangers. Pourquoi le GAN? Donc, c'est un peu le cœur de la. Donc, je passe très très vite depuis l'émission du GAN, depuis la mission au service du Charles de Gaulle. C'est ça. Dans les très marquantes, Héraclès, c'est la mission qui a été déclenchée à la suite de l'affaire des Tours du 11 septembre. Donc, une opération. Héraclès, c'est le nom français du soutien de l'opération Enduring Freedom, qui était cette opération menée coalition menée par les États-Unis. Ensuite, un certain nombre d'opérations agapantes. Harmattan, opération en Libye en 2011. Et puis, très régulièrement, des opérations à Romanche, 1, 2, 3, Clémenceau et Foch. J'insisterai, je reviendrai un peu sur Clémenceau et Foch. Des opérations avec comme point central ces dernières années la lutte contre Daesh dans l'opération Chamal, qui est la participation française à la coalition menée toujours par les Américains de l'opération Inherent Resolve. Donc ça, le porte-avions et le groupe aéronaval trouvent sa place très régulièrement dans ces opérations. Un petit focus sur les 2 dernières missions. Donc la mission Clémenceau était une mission qui avait plusieurs phases. Une première phase, c'est la première, c'est ça là. C'est l'appui toujours dans le cadre de Chamal à la lutte contre Daesh
et une participation à la chute de la dernière emprise territoriale de Daesh à Baghouz en mars 2019. Donc, les avions du groupe aéronaval, du groupe aérien embarqué sont allés, ont participé à cette opération, cette phase de l'opération. Et puis, deux phases, une phase de coopération dans le nord de l'océan Indien, d'une part avec la marine indienne, d'autre part lors d'un exercice de ce qu'on appelle le haut du spectre, c'est-à-dire avec une haute intensité, une grande ambition tactique, avec des marines partenaires. Et puis un deuxième gros exercice, la Pérouse, avec les marines en particulier australiennes, américaines, japonaises. Un passage à Singapour. Ça faisait 17 ans que le porte-avions n'était pas allé jusqu'à Singapour. Et puis un retour. Et à chaque fois, dans ces déploiements, des interactions avec les partenaires qui sont tous toujours très heureux de travailler avec nous et qui nous permettent, nous, de monter notre niveau d'interopérabilité, notre capacité très rapidement à venir conjuguer des moyens qui ne travaillent pas forcément tous les jours ensemble. Et du fait des standards qu'on a partagés, du fait de la capacité et de ces entraînements, on est capable de monter rapidement une coalition de travail ensemble. Voilà. Donc ça, c'est Clémenceau. Les grosses patates rouges, là, c'est des zones de prépositionnement stratégique. Prépositionnement stratégique, c'est quoi? Eh ben, c'est très clairement la capacité rapidement à changer de mission et à venir produire un effet à la demande du politique, évidemment, du chef des armées, président de la République, de venir produire un effet en fonction de l'évolution de la situation géopolitique. Et donc, on se déploie à chaque fois dans des zones qui sont des zones où le prépositionnement stratégique est important. Que ce soit une capacité d'aller frapper en cas de volonté politique de marquer la détermination de la France ou d'une coalition quand on est en coalition, que ce soit pour aller recueillir du renseignement dans une zone où on a besoin de se faire nous-mêmes notre propre idée de ce qui se passe. Alors, donc ça correspond aux différents. Voilà. Foch, donc vous avez vu donc une mission qui était plutôt tournée Indo-Pacifique avec un focus, la première avec un focus sur la mission arrivée en même temps que la déclinaison, tout du moins la présentation par la ministre des Armées, Florence Parly, de la stratégie Indo-Pacifique nationale. Donc le porte-avions, le groupe aéronaval était déployé à ce moment-là dans la zone dont elle présentait la stratégie. Donc on joignait d'une certaine manière l'acte à la parole ou la parole à l'acte. Et quand elle a déclaré, elle a dévoilé tout du moins cette stratégie, ça s'est passé à Singapour dans le Shangri-La Dialogue. Le porte-avions était hacké avec ses bâtiments. C'est un symbole, enfin c'est plus qu'un symbole, c'est un acte fort que de déployer jusque-là le groupe aéronaval pour venir soutenir cette stratégie et l'illustrer. Deuxième mission, Foch, avec, bon, je ne reviens pas sur les prépositionnements, un fort prépositionnement au début en soutien toujours de Chamal, donc soutien des opérations, la coalition Inherent Resolve, enfin, l'opération Inherent Resolve sur Irak et Est-Syrie, ça pendant un mois, et puis ensuite une sortie de Méditerranée et une navigation et une phase de préparation opérationnelle dans la partie Atlantique Nord, enfin mer du Nord. Donc assez différente de la précédente, importante parce qu'elle a permis de venir balayer toutes les approches européennes avec le groupe aéronaval et de marquer la détermination de la France et des bâtiments qui escortaient enfin, qui constituaient, bâtiments étrangers, pardon, qui constituaient le groupe aéronaval, de marquer une volonté européenne d'agir et de contribuer à la sécurité de nos approches maritimes. Voilà. Je pourrais revenir éventuellement dessus.
Voilà, donc je vais, on a parlé, la projection du GAN, vous le voyez, c'est des déploiements qui sont de durée variable, de format variable, mais dans les grandes lignes, c'est généralement plusieurs mois, c'est entre 3 et 5 mois. C'est toujours réversible. On est en permanence, quand on parle de prépositionnement stratégique, on est dans la zone dans laquelle, à partir de laquelle on peut, en gros, tout faire. Le groupe aéronaval, il tape sur toutes les fonctions stratégiques du livre blanc, que ce soit de l'intervention, que ce soit de la protection, que ce soit de la prévention, que ce soit de la connaissance et anticipation, donc tout ce qui est renseignement, et puis que ce soit évidemment de la dissuasion, puisqu'il a le groupe aérien embarqué a la capacité de mise en œuvre de l'arme nucléaire. Voilà. Dans la gestion, enfin, dans le maniement de l'outil que constitue le groupe aéronaval, on a en fait toute une palette d'actions, une gradation de moyens qui va du simple mouvement, hein, on s'approche plus ou moins, on appareille, on s'approche, on retire, donc ça, il y a toute une grammaire de l'emploi du groupe aéronaval. La patrouille, ça peut être une patrouille qui permet de voir ce qui se passe dans un endroit donné, de se faire voir, donc on se débrouille pour que ça soit ostensible, ou au contraire de rester plutôt caché, enfin caché, en tout cas moins visible, un peu plus furtif. Une capacité de projection de puissance, donc là on n'est plus du tout dans le positionnement, mais on est vraiment dans l'action qu'on appelle cinétique, aller frapper, aller détruire, aller réduire les capacités adverses. Et puis, du fait de ce dont je vous parlais tout à l'heure, la capacité d'emport de l'arme nucléaire, cette dissuasion permanente, où se trouve le porte-avions, on a cette possibilité. Le groupe aéronaval, évidemment, est en soutien des positions stratégiques, des positions politiques françaises. Je vous ai cité tout à l'heure dans la mission Clémenceau l'illustration de ce que faisait le GAN au moment où on présentait la stratégie Indo-Pacifique. On est systématiquement dans les déploiements en soutien des opérations nationales. Hein, je ne reviens pas sur Chamal. Avec un volet tourné vers la Terre qui peut être cinétique, donc d'action sur la Terre, mais qui est très souvent, enfin, d'autant plus aujourd'hui que Daesh a été réduit, ou en tout cas n'a plus d'emprise territoriale en propre, l'appréciation de situation. Justement, c'est par les charges utiles, enfin tout du moins les moyens qu'emportent nos avions, aller observer ce que font, c'est des pods, hein, des pods qui ont des caméras, qui ont des moyens d'interception, caméras électromagnétiques, qui vont aller observer ce qui se passe sur un théâtre d'opération pour pouvoir juger du refroidissement ou du réchauffement de la situation, et pour pouvoir ensuite éventuellement aller frapper à partir des informations qu'on aura récupérées en propre. Ou pour simplement dire, ben voilà, aujourd'hui, on constate que effectivement, 4 est complètement froid, il ne se passe plus rien, etc. Voilà. Dans ce que je vous ai dit jusque-là, vous voyez que j'ai beaucoup parlé d'une action vers la Terre, je n'ai pas beaucoup parlé de la partie maritime. Pour pouvoir faire tout ce que je viens de décrire, il faut évidemment avoir la maîtrise des espaces aériens maritimes. On ne peut pas envisager d'aller se mettre en portée, d'aller détruire, j'en sais rien moi, un stock d'armes chimiques, enfin, ou des stocks de munitions terroristes à un endroit donné, si on n'a pas la liberté d'action en mer pour pouvoir mettre en œuvre les avions, les récupérer et se positionner sans être entravé, sans être gêné. Bon. Ça, c'est ce qu'on appelle la maîtrise des espaces aériens maritimes. Donc c'est un peu le deuxième lobe de l'action du groupe aéronaval. Je vais frapper, c'est le bras qui... Et puis, en même temps, je me protège, je me garantis cette liberté de manœuvre qui est normale, qui est la liberté d'action que reconnaît la France en haute mer pour des moyens, et en particulier des moyens militaires. Donc, il y a cette espèce de... Je regarde autour de moi pour faire ce que j'ai à faire.
Voilà. Est-ce que j'en suis sur les petites images là 9, 10, 11. C'est très compliqué de gérer. Voilà. Alors, bah, si on arrive sur la partie ici. Alors, juste pour terminer sur cette partie maîtrise des espaces aéromaritimes, c'est un travail continu. C'est quelque chose qu'on fait en permanence avec l'ensemble des moyens. En permanence, on va chercher à caractériser ce qui se passe, caractériser ce qu'on appelle les patterns of life, donc arriver à retracer les grandes lignes des routes commerciales maritimes, des routes commerciales aériennes, et puis en ayant toute cette base de données, toute cette information, être capable de dire à un moment donné, tiens, c'est bizarre, lui, il a coupé son AIS, il est en train de partir par là, il est en train de faire un truc pas clair. Ou, tiens, lui, la Lloyds me dit qu'il devrait être là, il est là, comment ça se fait? Donc, c'est en restant longtemps et en observant ce qui se passe et en partageant à l'échelle du théâtre ce qui se passe, ce que permet l'emprise du groupe Aéronaval, du fait de la multiplicité des gaz, c'est en faisant ça qu'on est capable d'avoir l'intuition, d'avoir l'alerte qui nous permet de venir prendre en photo le bâtiment qui est en train d'enfreindre un embargo et de donner ça au niveau du président de la République qui ensuite peut politiquement porter ou contredire les messages qui peuvent être portés dans des enceintes internationales. C'est un travail où si on ne regarde pas, on ne voit rien. Et donc le but, c'est de regarder en permanence, d'avoir cette espèce d'ébriété intellectuelle permanente pour aller chercher ce qui va permettre de sortir le moment venu l'information pertinente. Voilà. Je vous parle rapidement des coopérations. Coopération interalliée. Donc, une des spécificités du groupe aéronaval aujourd'hui, c'est le seul porte-avions, un catapulte et un brin d'arrêt européen. C'est un savoir-faire qu'on partage avec les Américains. C'est évidemment un objet qui tire vers le haut, qui tire les savoir-faire vers le haut. Et donc qui attire les marines partenaires, en particulier les marines européennes, qui, en intégrant le groupe aéronaval, intègrent un certain standard de savoir-faire. Et ce standard de savoir-faire, il est porteur d'une volonté, d'une détermination politique d'avoir une autonomie dans le choix et des coalitions, la manière dont on va construire ce groupe aéronaval. Et donc, c'est quelque chose, ces 2 derniers déploiements que j'ai pu faire, qui est réel. On a eu une frégate danoise pendant quasiment 2 mois pendant la mission Clemenceau, donc en 2019. Et puis, des escorteurs américains, des escorteurs, un certain nombre de nations qui sont venues. On a eu, quand on a fait la mission Foch, donc cette année, jusqu'à 8 escorteurs étrangers, enfin européens, portugais, espagnols, belges, allemands. On a eu un Norvégien qui est venu, un Danois qui est venu. Ah, et donc on a en permanence ce côté, coalition de circonstances, qui permet de faire vivre cette interopérabilité. Voilà. Donc le GAN attire, mais ça nous oblige à utiliser au mieux les moyens qui nous sont, je ne vais pas dire prêtés, mais qui nous sont désignés pour venir nous escorter. C'est un travail de planification et de conduite qui est qui est très exigeant, mais qui est très valorisant quand on s'aperçoit qu'en quelques minutes, après avoir travaillé l'année précédente avec un bateau, pour peu que l'équipage n'ait pas trop changé, on est capable de remettre une liaison de données pour se parler, de retrouver les bons réflexes, et donc de confier des responsabilités à ces bâtiments étrangers. Voilà. Donc le GAN est d'une certaine manière un fédérateur de capacités, et en particulier de capacités européennes. Voilà, c'est un levier de coopération fort également avec les États-Unis. La photo que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle un DCO, un Dual Carrier Operation, donc une opération à 2 porte-avions, qui est, je
parlais tout à l'heure de savoir-faire haut du spectre, haute intensité, c'est ce qu'on peut faire de plus complexe avec des moyens à la mer, d'arriver à orchestrer l'action de 2 groupes aéronavals avec des éléments qui sont très visibles quand on va faire poser un avion français sur le porte-avions américain ou un avion américain sur le porte-avions français, qui nécessite à la fois une confiance mutuelle et des savoir-faire partagés qui sont assez exclusifs. Voilà. Et donc, où qu'on aille, que ce soit en Méditerranée avec la 6e flotte, en océan Indien avec la 5e flotte américaine ou dans le Pacifique avec la 7e flotte américaine, où qu'on aille, on a un lien tout particulier avec le partenaire américain. Voilà. J'ai beaucoup parlé. L'appréciation autonome de situation, on pourra en reparler pendant les questions. Une belle photo pour parler de Chamal, ça je ne reviens pas dessus. En conclusion, donc vous voyez, enfin, j'espère que vous avez compris, je suis désolé, hein, parler du GAN en 3 quarts d'heure, c'est expliquer la tour Eiffel avec des allumettes. Le GAN, c'est un outil puissant politico-militaire qui constitue un des 2 grands piliers de la marine nationale. Hein. Vous avez la dissuasion nucléaire et vous avez le groupe aéronaval. Le groupe aéronaval, c'est une espèce de matrice des savoir-faire, une des 2 grosses matrices des savoir-faire de la marine nationale. Par ses capteurs, par sa capacité d'analyse, c'est un des outils importants de l'autonomie stratégique française en matière à la fois d'action, mais aussi d'appréciation de situation. Et puis, un état-major de 80 personnes, donc l'état-major du GAN, qui commande l'ensemble de cette force, la tête de laquelle je suis, et cet état-major qui produit en fait en permanence, qui planifie en permanence l'action suivante et qui conduit l'ensemble des actions, qui donne la cohérence à l'ensemble de ce que je viens de vous décrire. C'est également on ne va pas parler de vitrine, mais plutôt de capital technologique unique de ce que la France sait faire. Un des endroits les plus marquants, c'est quand on se promène dans le hangar qui est sous le pont d'envol, vous avez 2 grands cercles là, qui font un quart de la pièce, hein, 2 grands cercles. Vous avez sous chacun des cercles une centrale nucléaire. Et puis, vous avez autour de vous une vingtaine de rafales qui sont des bijoux de technologie. Donc, c'est des éléments, enfin, c'est une part très, très conséquente du savoir-faire français, du savoir-faire technologique français. Une des clés d'efficacité de l'emploi du groupe aéronaval, c'est la capacité à avoir en fait une espèce de double vecteur, enfin, ou deux grands piliers. Il y a un grand pilier qui est celui, enfin, ou un état d'esprit qui est celui de l'autonomie. Comment est-ce que je sais faire seul, donc en national, un certain nombre de choses. C'est évident, quand on parle de dissuasion, ça se passe en national. Quand je veux être capable d'apprécier tout seul ce qui se passe sur un théâtre sans dépendre d'informations d'autres, et donc en gros de décider à partir des éléments les plus objectifs que je peux, le groupe aéronaval le permet. Voilà, donc il y a d'un côté ce besoin de souveraineté et d'autonomie, et en même temps ce besoin consubstantiel au groupe aéronaval d'interopérabilité. On n'est pas capable de faire voler des avions au-dessus de l'Irak à partir du groupe du porte-avions si on n'est pas capable d'être interopérable avec les Turcs, avec les Israéliens, avec les forces au sol, avec les Américains qui contrôlent l'espace aérien à cet endroit-là. Donc, deux regards, enfin, ou deux prismes, un prisme souverain, national, autonomie, et un prisme interopérabilité. C'est l'alliance, c'est le mariage ou l'alliage de ces deux prismes qui font en fait toute la force du groupe aéronaval. Voilà. Et puis, je l'ai souligné très rapidement, cette capacité à agréger et à fédérer les forces alliées qui permet de positionner la France en moteur de la défense européenne autour du groupe aéronaval et puis de peser au sein d'une coalition. C'est un outil majeur quand on apporte l'outil dans une coalition, on ouvre un certain nombre de portes et dans la planification et dans l'action des informations.
Voilà, donc j'espère vous avoir brossé rapidement. J'étais un peu plus long que je ne souhaitais ce GAN. Je terminerai en citant Hervé Couteau-Bégarry, qui a écrit au moment de la création, au moment où se posait la question du groupe du Charles de Gaulle, qui citait Napoléon en disant on peut tout faire avec des baïonnettes sauf s'asseoir dessus, et qui termine son bouquin qui s'appelle Problème du porte-avions, en disant on peut tout faire avec un porte-avions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Amiral. Nous avons quand même 10 minutes pour prendre les questions de l'auditoire. Qui se lance, monsieur?